présenter Thierry rapidement. Il a commencé dans le foie gras un petit peu comme Jacques, et depuis une dizaine d'années, peut-être un tout petit peu moins, il est à la tête de InVivo. Il est DG d'InVivo. Cette année, quand on a parlé d'InVivo, on a beaucoup parlé d'InVivo dans les échos, parce qu'il y avait pas mal d'actu. Hein. À la fois le cours du blé, forcément, ça a impacté un peu InVivo. Il y a eu une opération avec Soufflé dans l'Orge, peut-être qu'on en reparlera. Et puis, il y a eu aussi une opération financière qui montre la volonté du groupe de se développer dans la distribution via un SPAC, qui est un mot qu'on ne connaissait pas il y a 2 ans et qui est devenu un mot à la mode. Mais au-delà de l'actualité immédiate, c'est vrai que cette année, le think tank s'est projeté sur des questions de moyen-long terme. Moi, j'avais envie de te demander, peut-être comme première question, au bout de presque 10 ans chez InVivo, je ne me souviens plus de la date exacte, mais je dirais que ça fait une petite dizaine d'années, 9 ans, ouais. Est-ce que cette question de la transition, qui maintenant, quand on écoute ce que disait Jacques, il y a 2 secondes, mais ce qu'on a entendu toute la matinée, c'est-à-dire que maintenant, on a l'impression que c'est rentré dans le quotidien de toutes les boîtes, que c'est au cœur des préoccupations. Est-ce que je pense que ce n'était pas forcément le cas il y a 10 ans. Peut-être un tout petit peu rétroviseur, comment t'expliques ce chemin parcouru et en quoi aujourd'hui, vraiment, ces questions de transition, quand on est un dirigeant, elle impacte le quotidien? Bonjour à tous, hein. Donc, ravi d'être avec vous, hein. Ça fait la 8e année ici. Là. On a démarré 1 an après mon arrivée chez InVivo. Je ne parlerai pas du saumon pour Jacques ni du foie gras. Je suis un peu, il faut me réactualiser. Je n'ai pas les chiffres en tête. Je suis vraiment désolé. En 8 ans, il s'est passé tellement de choses. Non, mais d'abord, le domaine agricole, en fait. C'est toujours la situation. Quand je suis arrivé en 2014, Stéphane Le Foll était ministre de l'Agriculture, Philippe Mauguin, président de l'IRAE, était directeur de cabinet, et ils avaient lancé les fermes éco-phyto. Vous vous rappelez? Voilà. Et InVivo avait contribué, il y avait 1000 fermes, on a toujours 500, nous on avait contribué pour 500 dans les fermes défis. Et l'idée c'était de démontrer qu'on pouvait produire plus, mieux et durable. Et donc on s'est vraiment mobilisé sur le sujet en 2014. On a des pilotes qui ont fonctionné. On a une démonstration déjà depuis 8 ans, hein, donc forcément ça a toute une histoire avec des datas. Et on a démontré que finalement, malgré les impacts des différents enjeux climatiques, différentes saisons, saisonnalités, on est plutôt sur un revenu de l'agriculteur qui augmente de 7-8% et des intrants qui baissent de 30%. 30%, c'est un peu ce qui est demandé dans le programme Farm to Fork aujourd'hui sur la réduction au niveau européen de la chimie, quoi, des pesticides en général. Donc ça veut dire que c'est possible depuis déjà longtemps. Depuis 2014, on a une boîte à outils pour le faire. Après, il faut une volonté. Comme on dit, quand il y a une volonté, il y a un chemin. Mais à l'époque, il y avait une volonté, mais qui n'était quand même pas entendue. Je croisais la FNSEA tout à l'heure, c'est pour ça que j'étais un peu en retard. Donc c'est normal, ils protègent le revenu de l'agriculteur, donc ils sont en une position syndicale. Et à l'époque, ils étaient, mais non, ce que dit InVivo, c'est peut-être bien, mais ça concerne que quelques agriculteurs qui sont dans l'excellence. Nous, on travaille avec tous les agriculteurs qui n'ont pas tous les mêmes moyens, donc il ne faut pas aller trop vite, il ne faut pas tenir ce discours. Et là, quand vous parlez avec Christiane Lambert, ils ont complètement changé. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Je pense que l'opinion publique a pesé de plus en plus. Et les agriculteurs ont entendu. Puis il y a une nouvelle génération d'agriculteurs qui arrive aussi, qui dit mais finalement, c'est comme l'histoire du plastique dans le saumon, finalement, il faut peut-être se remettre en cause sur les phytos. Et on a senti, en 2018, ça a commencé à basculer. 2018 à peu près. Et ça veut dire qu'on est maintenant en 2022. Tout l'enjeu maintenant, c'est changer d'échelle. C'est comment on peut déployer cette agriculture durable, on va y revenir. Mais voilà ce qui s'est passé. Et là, avec ces 2 crises, la crise sanitaire et la crise, on va dire, alimentaire, l'inflation aujourd'hui, puis la guerre en Russie, finalement, ça peut reconnecter le consommateur avec son agriculture. Donc voilà, donc moi je pense que c'est le bon moment de prendre la parole et d'expliquer qu'il y a une autre agriculture possible. Et justement, c'était ma question suivante, c'est passer à l'échelle, parce qu'au-delà de la ferme laboratoire avec l'INRAE, comment est-ce qu'on fait pour passer à l'échelle tout en réussissant à résoudre l'équation économique? Parce qu'il faut que ça soit dans l'agriculture comme dans le logement ou dans les transports, durable mais aussi abordable, parce que faire beaucoup mieux mais pour beaucoup plus cher, ça ne serait pas forcément la solution. Est-ce que sur la capacité à résoudre cette équation, tu as le sentiment qu'on a aussi progressé? Alors, les lois Egalim, je ne vais pas trop rentrer dans ces débats-là, mais quand même.
Et le programme Farm to Fork aujourd'hui, qui de dire il faut réfléchir à ce que 25% des surfaces agricoles européennes soient bio. Je pense que c'est une énorme erreur de faire ça, je l'ai déjà dit à l'époque, parce que finalement, on est en train de baisser le potentiel de production en volume de la ferme européenne, et on est en train d'augmenter les prix pour vendre plus cher. Et vous voyez qu'aujourd'hui, il y a une sanction du consommateur qui se détourne d'un schéma comme ça. Ouais, le bio a eu un petit coup de mou cette année. Et, ouais, alors ça ne veut pas dire que on fait du bio aussi, mais ce n'est pas la solution. C'est-à-dire que j'ai discuté avec Didier Guillaume, qui est dans le rugby, donc je le croise de temps en temps, et c'était à Nice, et il me dit ouais, tu avais peut-être raison, parce qu'eux, ils sont partis à fond en disant le bio, c'est la solution d'une 25% des surfaces en bio, et on aura réglé le problème. Eh bien non, parce que si vous mettez en plus le critère pour le réchauffement climatique et l'enjeu sur la planète, vous apercevez que le bio n'est pas la solution. Voilà. Et donc, c'est beaucoup plus compliqué. Et donc maintenant, il faut essayer de trouver un chemin d'agriculture durable en mettant, on va dire, en objectif principal l'enjeu sur le réchauffement climatique. Et de démontrer que l'agriculture peut être la solution. Thierry, est-ce qu'on peut produire plus encore à inventer, ouais. Est-ce qu'on peut produire plus en impactant moins? Le GIEC nous dit qu'il faut moins impacter. Oui. La démographie nous dit qu'il faut produire plus. Oui. Est-ce que le chemin que tu évoques, il permet d'atteindre en même temps ces deux objectifs-là, ou ça, c'est aussi une utopie? Non, on peut le faire. Nous, on a beaucoup de pilotes, hein, donc je m'appuie sur une réalité. Ce n'est pas simplement une incantation politique. Il n'y a qu'à Faucon. Hein. Il y a une réalité, vous avez entendu parler de l'agriculture régénératrice, bien évidemment. Pas dans la salle, il doit y avoir des adeptes. On en a parlé tout à l'heure. Ah. Et donc, en fait, il y a un enjeu sur les rotations de culture qu'on peut organiser. C'est-à-dire, on peut faire de blé, de l'orge, légumineuses, oléagineux, etc. sur 5 ans. Et mécaniquement, ça enrichit les sols. Et là, on a un potentiel de production intelligent qui est là, quoi. On a un plein potentiel. Et derrière ça, c'est vertueux pour la qualité des sols. Encore faut-il embarquer massivement les agriculteurs. Et l'enjeu, c'est quel filet de sécurité financier on apporte à la transition agricole pour les inciter. Sur le bio, on a mis beaucoup d'argent sur la table pour la conversion bio. Moi, je pense qu'il est urgent d'avoir un nouveau label. Vous allez dire encore un nouveau label, mais enfin celui-là, il va être très important, du type Good Planet, Good Food, Good Planet. Enfin, on s'en fout, c'est du marketing, on trouvera bien quelque chose, mais l'esprit, c'est ça. Et de dire, finalement, il y a un label qui fait que les industriels qui vont acheter de l'orge brassicole, par exemple Heineken, Carlsberg, sur leur bière, pourront dire « je suis neutre en carbone demain ». Parce que l'idée, c'est de démontrer que l'agriculture, c'est aussi un puits de carbone et qu'on peut valoriser des crédits carbone pour financer la transition. Je donne les chiffres, en fait. Et ça, c'est validé par tout le monde aujourd'hui. Je ne sais pas si vous en avez parlé. Le risque sur 5 ans, le financement, c'est 150 € l'hectare de perte de revenus potentiels si on rentre dans ce type d'agriculture. Alors, ça ne veut pas dire que ça sera avéré, mais le risque identifié maximum. Donc, comment on met un filet de sécurité pour financer ce risque? Donc pour moi, il y a 3 niveaux. Il y a les crédits carbone, et on espère que les prix vont monter, ils sont à 40 € la tonne maintenant, jusqu'à 100 € peut-être plus. Donc ça va être un levier. Deuxième levier, ça va être les politiques publiques. Mettons, on va dire 50 € pour les crédits carbone, 50 € pour les politiques publiques, 50 € pour la valeur, la chaîne alimentaire, le produit qui pourra communiquer sur un label Good Planet, Good Food, Good Beer, Good Planet, enfin c'est tout ce qu'on est en train de travailler. Donc 3 tiers pour financer. Et ça, c'est possible. Ça. Et donc c'est la demande qu'on fait. Et on voudrait que le programme Farm to Fork inscrive ce projet. Au même titre qu'on a financé la transition vers le bio, qu'on finance vers une agriculture durable. Et le bio, ça a coûté beaucoup plus cher. Hein. C'était entre 300 € et 400 €. Vous voyez, le filet de sécurité bio. Et il fallait plus de temps. Alors, comment on peut le contrôler maintenant? Il y a 2 choses. Parce que j'ai vu différentes recommandations, mais il faut qu'on ait un critère objectif. Il faut objectiver tout ça. Quand on parle de qualité des sols, c'est pas évident quand même d'objectiver tout ça. Donc, il y a un énorme travail de data à mettre en place pour valider, alors bien sûr, le bas carbone, label bas carbone qui a déjà quelques chiffres, mais il faut sûrement aller plus loin. Il faut identifier vraiment un label qu'on fait certifier pour s'appuyer là-dessus. Dans les recommandations, il y en a une sur le fait de faire un état des lieux qualitatif du sol à l'entrée et à la sortie.
lorsqu'il y a une transaction ou du fermage par exemple, est-ce que ça te paraît une bonne idée de mettre un dosage de qualité dans la valeur de l'actif qui est aujourd'hui uniquement basé sur la quantité, c'est-à-dire la surface? En fait, quand on met l'agriculteur au centre, parce que c'est difficile de faire de l'agriculture sans agriculteur, hein, vous savez, donc il faut quand même convaincre l'agriculteur et de dire, l'agriculteur va dire, mais bon, tout ça c'est bien, mais comment j'augmente mon revenu? C'est normal. Donc ça lui fait un levier pour augmenter son revenu tout de suite, parce qu'il y aura quand même un premium là-dessus, in fine. Bon, de combien, je ne sais pas, mais les grandes marques sont prêtes à mettre un incentive, en tout cas, en prix, ça se négocie. Et puis il y aura la valeur de l'actif, de sa terre, qui, quand il aura envie de transmettre, sa valeur qu'il a créée, ce potentiel-là, sera aussi intéressant pour son patrimoine. Et ça aussi, entre une terre appauvrie, sans biodiversité, sans vie dans les sols, et une terre avec une vie dans les sols, ça ne sera pas le même prix demain. Et ça, effectivement, au niveau du patrimoine, c'est important. Donc, tu penses que l'agriculteur ordinaire, il est prêt à entendre ça aujourd'hui? Oui. Il y avait Henri qui était là, alors c'est pas l'agriculteur ordinaire, mais il est vice-président de la FNSEA. C'était le sujet, ils sont à fond là-dedans. Alors ce qui est super aujourd'hui, hier j'avais une réunion avec France Agrimaire chez Invivo, là, tout le monde est en train de s'aligner sur ce discours de cette troisième voie de l'agriculture entre le bio et le conventionnel. Il y a un chemin possible. Et on peut l'inventer ensemble, ce chemin. Et tout le monde est solidaire de ça. Sauf le programme Farm to Fork qui n'a pas encore inscrit. Juste pour parler de l'Europe tout à l'heure, Olivier disait il nous faut une forme de planification, il faut se projeter, il faut un cadre. Bon, Farm to Fork, on voit bien que dans ton esprit, c'est pas parfait. Dans l'automobile, il y a beaucoup de coercition. On a fixé une date butoir, on a dit 2035, c'est comme ça. On débranche le moteur thermique et on branche le moteur électrique. Est-ce que, quand même, pour que tout le monde bouge et que tout le monde ait envie de bouger au même moment, et parce qu'il n'a pas le choix, est-ce qu'il ne faut pas quand même une dose de coercition, ce qui s'est passé sur ce qu'on dit sur les pesticides? Est-ce que, quand même, c'est pas, ça vous oblige à sortir de votre zone de confort? Ça peut être une idée, mais il faut faire attention parce que on touche un monde agricole qui est très fragmenté. Il ne faudrait pas créer une révolution dans les campagnes, parce que dans l'industrie, il s'agit de mettre une pression sur tel ou tel industriel. Là, on touche la société, les agriculteurs. Donc on sait qu'on peut avoir quelques contestations, manifestations. Ça peut être compliqué si on les oblige. Pour autant, je pense que sur la neutralité carbone, on peut tous s'engager à horizon 2035. Toutes les filières peuvent être décarbonées. Et ça, on pourrait les mettre sur la table en disant on oblige l'agriculture à se décarboner d'ici 2035, 2040. Et ça, c'est possible parce que ça nous aiderait beaucoup. Parce que quand on parle de carbone, moi j'ai parlé d'agriculture de précision, on baisse les intrants, mais on a toujours les engrais. Et tout part des engrais. Donc il faut qu'on arrive à développer avec les fournisseurs que vous connaissez bien, Yara et autres, de l'engrais vert à base d'énergie verte finalement. Donc hydraulique, hydrogène. Et il faut qu'on ait une gamme pour l'agriculture. Biométhanisation. Voilà, biométhanisation. Et je pense que ça, après c'est une question de prix, mais forcément, c'est l'avenir. Et si on arrive à trouver des solutions au niveau de l'engrais, c'est 80% du bilan carbone négatif de la chaîne alimentaire. Du coup, Thierry, dans la façon dont tu l'exprimes, tu dis l'agriculture décarbonée à 2035 ou 2040, c'est possible, on peut le fixer comme objectif. Et dans la phrase d'après, tu dis si on arrive à s'émanciper du sujet engrais, sous-entendu, on ne l'a pas encore breaké ce point-là. Oui. Donc enfin, comment on peut dire qu'un objectif est acheteur quand on rencontre ces fournisseurs-là, et on l'a fait. Et je sais que si vous rencontrez Yara, ils vont vous expliquer qu'ils vont aller dans cette direction-là. Bon, c'est récent, mais ils y vont massivement. Mais tu es plus compétent que nous pour savoir si c'est crédible ou pas. Ben Est-ce oui, que c'est crédible? Ils vont investir massivement. Moi, j'ai vu les investissements dans leurs usines. C'est des millions d'euros, financés aussi par l'État norvégien, pour aller vers 20% de leur activité en green, avec de l'engrais vert. Alors moi je dis, ce serait bien qu'on commence par Invivo, tu vois, pour montrer l'exemple. Donc avoir un quota pour démarrer avec nous, on aimerait bien faire ça. Et je pense que c'est en train de se passer. Et ça, c'est un signe fort aujourd'hui, parce que les méthaniseurs, les circuits courts, c'est super, la rotation de culture au niveau le digesta au niveau des méthaniseurs dans les territoires, mais c'est extrêmement compliqué de monter en puissance. Je parlais de... Passer à l'échelle, oui. Passer à l'échelle, c'est-à-dire que les 1000 méthaniseurs de Stéphane Le Foll, quand il avait lancé ça en 2014,
Bon, ça ne s'est pas forcément réalisé. Pourquoi? Parce que tout le monde était d'accord, sauf que quand on descend dans les territoires, dans un village, personne ne veut un méthaniseur à côté de chez lui. Donc c'est un peu comme les éoliennes maintenant. Bon. Donc on est confronté aussi à ça. On parlait de schizophrénie, je ne sais pas qui disait ça, mais c'est un peu vrai. Donc on est pour la réforme, mais pas chez nous, quoi. Est-ce que tu serais favorable à ce que la filière agro-agri dans son ensemble se tourne vers la puissance publique en disant « Imposez-nous la neutralité en 2040, c'est nous qui la voulons, on y est prêt ». C'est-à-dire qu'en gros, vous leur disiez « Il faut un cadre et on va même vous dire le cadre auquel on est prêt ». Mais c'est possible, mais au niveau européen. Hein. Alors, est-ce que c'est clairement exprimé? Parce que c'est ça le truc. Voilà, alors après, quand on dit ça, tout le monde va dire, mais ok, nous, l'agriculture, on est prêt à changer, mais les fournisseurs, qu'est-ce que vous nous proposez comme solution alternative rapidement? Parce qu'il faut aussi que vous signiez aussi l'engagement, pas que l'agriculture, les fournisseurs de l'agriculture. Si tout le monde signe cet engagement, ça peut faire bouger les lignes. Il ne nous reste pas beaucoup de temps. Dans les recommandations qu'on a mis en avant dans les 20 qui ont été retenues et mises en forme par Olivier, quelles sont les 2 ou 3 qui ont retenu ton attention? Celles dont tu te dis il faut qu'on s'en inspire et qu'on les utilise rapidement, qu'on les mette en pratique? Moi, j'ai essayé de relier, il y a plusieurs chapitres, mais 3 chapitres avec les 3 recommandations qui sont dans comment qualifier la qualité des sols, c'est-à-dire objectiver la qualité des sols, le traduire après par un label compris par tous, avec des contrôles, et montrer que finalement, tout ça, c'est relié entre le consommateur qui va comprendre ce label. Un Good Planet, ça veut dire, bon, voilà, je suis neutre en carbone. Si on arrive à démontrer ça sur toute la chaîne, c'est un levier formidable, hein, parce que là le consommateur... Si on parle de l'orge et on le trouve dans sur la bouteille de bière. Voilà. Si on prend par exemple l'orge brassicole, une petite filière, mais c'est intéressant, parce que tout de suite, on s'adresse à des marques internationales, vous les connaissez toutes. Donc c'est un levier de communication assez intéressant. Nous, on a différents projets, Carlsberg, Heineken, ça commence à sortir, mais il y a un énorme travail sur l'amont. Et donc l'engrais est essentiel. Si sur les orges, on arrive à avoir, avec certains fournisseurs, un engrais vert, très rapidement, là, d'ici 5-6 ans, on peut affirmer que sur certaines bières, on peut être neutre en carbone. Le côté Intel Inside de l'orge qui valorise le... Ouais. Absolument, oui. Et les brasseurs disent qu'ils arriveront à le valoriser, ça? Ouais, alors ils nous disent on est prêt à mettre un incentive parce que de toute façon avec l'effet volume, de toute façon ça va devenir une commodities, une nouvelle commodity, c'est toujours la même question. Mais ils sont d'accord pour incentiver. Ouais. Olivier, une dernière question. On a une recommandation qui incite à une forme de formation des mandataires sociaux à l'environnement, à la compréhension des enjeux, des solutions. Est-ce que tu penses qu'il y a besoin de ça aujourd'hui quand tu regardes tes camarades de jeu ou ceux qui peut-être demain te remplaceront? Alors, InVivo, on est groupe, on est entreprise à mission. Donc il a fallu expliquer à un conseil d'administration de présidents de coopératives, il y en a 25 administrateurs, il fallait créer un comité de mission à côté du conseil d'administration, avec des personnalités extérieures, parfois au monde agricole. On a mis ça en place il y a 1 an. C'est pas si mal, parce que finalement, on voit bien qu'au niveau de ces grands enjeux environnementaux, les différentes personnalités qui sont dans le comité de mission, elles challengent bien le conseil d'administration. Et ils le vivent positivement. Parce que bon, on a une... Alors ça dépend les ONG, mais bon, on a une ONG qui a envie de co-construire et qui fait des propositions. Et dans l'évolution, donc on parlait de comptabilité environnementale, parce qu'on a aussi plusieurs chaires qu'on finance avec d'autres entreprises, on voudrait rapidement qu'on ait une comptabilité environnementale positive à côté de la comptabilité financière. Et donc c'est intéressant. Le concept d'entreprise à mission, c'est ça. C'est que finalement, ça fait bouger les lignes. Ça oblige à dialoguer, à mettre ces sujets sur la table. Merci à toutes et à tous, à ceux qui ont participé tout au long de l'année, encadrés par Olivier, à mettre au point et à aboutir à toutes ces recommandations. Merci à InVivo, effectivement, et à d'autres de nous faire confiance, à Francis, à d'autres, d'être là depuis des années. David, qui était là aussi dès la première année du think tank. C'est un think tank qui dure. On va remettre le couvert. Est-ce qu'on a déjà des pistes pour l'année prochaine? Pas du tout, Olivier? Alors, par principe, on s'interdit d'en avoir trop à l'avance, mais il me semble quand même indispensable qu'on doit creuser ce sujet-là en trouvant des solutions encore plus opérationnelles. Et moi, j'aurais presque envie de proposer, une fois qu'on a nous-mêmes donné un cadre, qu'est-ce qu'on pourrait écrire comme piste encore plus concrète pour en gros s'inscrire peut-être dans une trajectoire de neutralité
filière en 2035. Retirer pour de vrai la tranche de plastique dans le saumon, ça sera voilà, ça. On va s'attaquer à ça et je vous promets, on va y consacrer au moins deux ou trois réunions. Il va falloir déguster dans toutes les situations avec ou sans la tranche de plastique. Et ça, c'est quand même pas rien. Merci à tous. Rendez-vous l'année prochaine. Et d'ici, on a pris un petit peu de retard. On devait finir vers 11h30, il est 11h40. Pas tant que ça. Et un petit verre vous attend. Et je vous dis rendez-vous à l'année prochaine. Merci à toutes et à tous.